Gwenaëlle et Johanna, vous êtes toutes les deux psychologues cliniciennes et formatrices dans la région lyonnaise et vous êtes spécialisées respectivement dans les liens d'attachement et le psychotrauma. Nous avons d'ailleurs réalisé ensemble pour la psychologie pour tous 2 masterclass, une avec Gwenaëlle sur les blessures d'attachement, comprendre et apaiser, et une avec Johanna, épreuve de vie, stress chronique, trauma, comment retrouver sa stabilité émotionnelle. Alors je vous reçois aujourd'hui parce que vous venez coécrire un livre illustré par Johanna Kreinmark qui se nomme « Les liens d'attachement, de l'enfance à l'adulte, comprendre comment se construisent des liens forts et sécurisants » aux éditions Erol. Alors dans ce livre, vous nous expliquez ce que sont les liens d'attachement, en quoi ils sont fondamentaux dans la vie d'un être humain et déterminants dans ses relations, et comment les réparer en quelque sorte pour agir sur nos relations, notamment nos relations amoureuses, mais pas que, notre santé et notre parentalité. Car ces liens d'attachement en fait affectent tous les domaines de notre vie. Alors pour commencer, ma première question, on voit de plus en plus l'attachement dans les magazines féminins, dans les médias, etc. Pourquoi on en parle autant et pourquoi c'est un sujet qui nous concerne tous en fait? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus et moi je me réjouis parce que moi je m'intéresse à l'attachement depuis une dizaine d'années, mais c'est vrai que depuis récemment on voit ça un peu de partout et c'est chouette parce qu'on ne peut pas ne pas s'attacher. On peut commencer par cette définition-là qui pose tout de suite le sujet parce que l'attachement c'est un peu comme une force vitale, tu vois, une pulsion de vie qui nous pousse à aller vers les autres dans des moments particuliers, dans les moments de stress. Et Dieu sait que dans la vie, on a quand même pas mal de moments de stress, que ce soit dans, tu l'as dit, la parentalité, la vie conjugale, le boulot, la maladie, etc. Et dans ces moments-là, qui durent toute la vie, du berceau jusqu'à la tombe, disait John Bowlby, le fondateur de la théorie de l'attachement, eh bien, on est de manière innée, biologique, préprogrammé pour aller chercher quelqu'un qui va nous aider et nous permettre de réguler les émotions liées à ce stress. Donc l'attachement, tu vois, c'est ça. Et je crois qu'on en parle de plus en plus parce que, de manière globale, il y a de plus en plus d'intérêt pour le développement personnel, pour la psychologie. Les gens, depuis tout temps, vivent des épreuves, mais peut-être que ces dernières années, on en a eu des un peu plus costaudes que d'autres, je crois, et qu'il y a un vrai désir de la population d'avoir aussi une vie qui a plus de sens, tu vois, qui est plus ancrée dans des émotions partagées, dans l'authenticité, donc dans le lien. Moi, en tout cas, de ma fenêtre de psychologue et passionnée de l'attachement, je l'explique comme ça. Et c'est une super nouvelle. Et alors, c'est quoi la différence entre l'attachement et l'amour? Alors, c'est vrai que c'est des mots souvent qu'on confond, attachement et amour. Alors, il y a vraiment une grande différence fondamentale. Comme vient de le dire Gwenaëlle, l'attachement, c'est un processus vital, un mécanisme vital qui se met en marche, qui se déclenche quand on est sous stress, en fait. Quand on va mal, on va aller vers quelqu'un pour nous réguler, pour nous aider, pour nous réconforter. Donc, c'est ça l'attachement, c'est cette propension à pouvoir trouver quelqu'un qui va pouvoir nous venir en aide quand on est mal. L'amour, c'est un sentiment profond de lien entre 2 personnes, mais qui se fait ressentir même en dehors d'une situation de stress. Je n'ai pas besoin de vivre continuellement du stress pour sentir mon amour. Pour prendre un exemple, on peut tout à fait être très attaché à quelqu'un sans l'aimer. Par exemple, si tu as un collègue de travail qui est une personne vers qui tu te tournes majoritairement quand tu es en stress, donc tu vas le voir dans son bureau, tu lui racontes ce qui se passe pour ton dossier, etc. Ça ne va pas. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir te réconforter, qui va pouvoir t'aider et te rassurer. Et ça, donc l'attachement que tu as vis-à-vis de lui s'active quand tu es mal. Mais tu n'es pas forcément amoureuse de ce collègue de travail. Voilà. Et à contrario, on peut tout à fait aimer quelqu'un d'amour sans malheureusement pouvoir générer plutôt un attachement sécure. Je prends l'exemple par exemple de parents. Il y a certains parents qui aiment profondément, ou même un couple, il y a des parents qui aiment profondément leurs enfants, mais qui par contre sont en difficulté pour leur faire vivre une relation d'attachement sécurisante. Donc des parents qui auraient du mal à réguler leurs propres émotions et du coup à prendre soin convenablement de leur enfant. Et puis tu as les situations où il y a les deux. Par exemple, dans un couple qui va bien,
il y a à la fois de l'amour et de l'attachement. C'est-à-dire que l'autre est ma figure d'attachement. Si je vais pas bien, que j'ai un problème de santé ou de boulot, c'est vers mon conjoint que je vais me tourner, tu vois, pour en parler, être régulée. Et en même temps, j'ai un profond sentiment amoureux pour lui ou pour elle. Dans ces cas-là, les deux convergent et se superposent. Et c'est évidemment les plus belles relations. Mais on voit bien que c'est deux sphères différentes. Alors, il y a différents types d'attachement. Est-ce que vous pouvez nous les décrire par les symptômes pour que les gens puissent se reconnaître quel type ils ont majoritairement? Alors, c'est marrant que tu parles de symptômes. C'est pas des symptômes. Pardon. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas une maladie. Exactement. Parce que c'est vraiment... tu vois, quand je dis on ne peut pas ne pas s'attacher, c'est qu'on est tous concernés par l'attachement. Absolument tous. Hein, et heureusement, on n'est pas tous concernés par les maladies, qu'elles soient physiques ou psychiques. Mais j'entends ce que tu veux dire par symptômes dans le sens de signes. Hein. Quels sont les signes qui font qu'on va avoir un certain style d'attachement plutôt qu'un autre? Parce qu'effectivement, il y en a 4. Alors, je dis tout de suite que ce qu'on va décrire là, ce n'est pas des cases. Hein. Mais d'un point de vue la didactique, on est un peu obligé de donner comme ça des 4 grandes directions. Mais dans la vraie vie, c'est plutôt des dimensions, des parts, tu vois, il y a des nuances. Hein. Mais bon, on va simplifier. Donc, en fait, les 4 grands styles d'attachement, tu as un attachement sécure, hein, que je vais décrire assez brièvement, mais on va quand même en parler. Puis après, tu as 3 attachements insécures. Anxieux, évitant et désorganisé. Hein, c'est les mots qu'on utilise le plus souvent. L'attachement sécure, de manière brève, c'est quand, globalement, tu as eu un environnement familial qui t'a donné de manière constante et le plus souvent, pas tout le temps, mais le plus souvent, de quoi te sentir à l'intérieur plutôt stable émotionnellement, dans le sens que tu as confiance en toi, en l'autre et dans le monde. Tu sais que si tu as un stress, par exemple quand tu es enfant, un problème à l'école, il va y avoir, le plus souvent, c'est papa ou maman qui est là pour moi, pour me parler de ma dispute avec ma copine dans un cours de récré, tu vois. Et puis ça va continuer pour les gens qui ont un attachement sécure inné tout au long de la vie. Et ça va donner des gens qui auront des problèmes comme tout un chacun, mais qui vont réguler assez facilement et assez rapidement, selon ce qui se passe évidemment, leurs émotions, leurs pensées, leurs comportements. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'ils n'auront pas de problème. Hein. Tu peux faire des dépressions, des troubles anxieux, mais on va dire qu'il y a des bons amortisseurs, tu vois, pour surfer dans la vie. Les attachements insécures, c'est quand tu as eu là des difficultés dès l'enfance, puis souvent donc, qui ont perduré, hein, qui ont fait que y a un endroit de toi où c'est plus instable. Et là, il y a 2 manières de réagir quand tu t'es pas senti suffisamment stable, suffisamment sécurisé. Soit tu demandes beaucoup à l'autre pour qu'il soit là un peu tout le temps, voire ou presque, on va dire, pour te sécuriser. Ça, c'est plutôt l'attachement dit anxieux. Anxieux dans le sens anxieux de la relation. J'ai besoin que quelqu'un soit auprès de moi quand je suis stressée, parce que je crois, hein, c'est des croyances, mais basées sur des faits de réalité quand même, que je ne vais pas y arriver seule. Donc, je vais raconter beaucoup mes problèmes, je vais me plaindre un peu plus souvent, et puis surtout, j'ai besoin de l'autre. Je m'accroche à. Ça, c'est l'attachement anxieux, et l'attachement évitant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour réguler mon instabilité, mes flots émotionnels que j'ai du mal à gérer, je vais m'éloigner des autres parce que j'ai fait l'expérience qu'être proche des autres, finalement, c'était peut-être pire que mieux. Donc, je vais être un peu en autonomie, en autogestion, et je vais gérer ça, en fait, surtout en cachant mes émotions, hein, en les remettant bien à l'intérieur de moi, on les refoulant en psychologie. Et ça, c'est l'attachement dit évitant, dans le sens éviter les émotions et donc éviter les relations. Et puis, brièvement, donc le 4e style d'attachement insécure, on dit désorganisé, parce que là, c'est les 2 stratégies que je viens de dire, c'est-à-dire s'accrocher à ou éviter la relation, alternativement, voire parfois même en même temps. Donc ça fait quelque chose d'assez chaotique, donc c'est des gens, c'est plus rare, qui sont souvent pris par des crises, donc ça peut être des crises de colère, des crises de larmes, des crises même suicidaires, hein, des choses plus graves parfois, et qui ne savent pas trop comment s'organiser. C'est pour ça qu'on dit désorganiser. Donc parfois, ils utilisent une stratégie, c'est-à-dire ils demandent beaucoup à l'autre. Parfois, l'autre stratégie, c'est-à-dire ils gèrent tout seul, avec une dysrégulation émotionnelle assez intense. Et c'est ça qu'on appelle les 4 grands styles d'attachement. Voilà, dans les grandes lignes. Alors, revenons sur l'attachement désorganisé, justement.
on avait déjà fait des interviews sur l'attachement et il y avait beaucoup de gens qui avaient dit « Oh là là, mais j'ai peur d'être désorganisée ». Ah Et oui. Gwenaëlle, tu m'avais dit, alors on n'est pas forcément désorganisé en type d'attachement, on peut avoir des îlots Ah oui. de désorganisation. Donc comment on fait la différence? On peut avoir très peur d'être complètement désorganisé. Oui, c'est vrai que des fois, quand on décrit le dernier style d'attachement, ça peut faire peur parce que je parle de crise, tu vois, de maladie suicidaire, mais en fait, on peut avoir les deux comportements, évitant et anxieux, sans être forcément désorganisé au sens, on dirait, nous, clinique du terme, c'est-à-dire vraiment pur. C'est-à-dire que on a tous, en fait, c'est peut-être bien de dire ça, qu'on a tous en nous les 4 parties. Je prends souvent l'image d'une table de mixage où tu as 4 curseurs. Les 4 curseurs, c'est sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Donc tu n'as jamais les 4 en haut, les 4 en bas, ça c'est sûr. Mais tu peux par exemple avoir une part majoritairement sécure, des gens qui surfent plutôt bien leur vie parce que peut-être ils ont travaillé sur eux, ils ont travaillé leur trauma, ils ont travaillé les blessures, donc il y a quelque chose qui est majoritairement plutôt tranquille, tu vois, confiant. Mais de temps en temps, leur ancienne polarité évitante, par exemple, elle va revenir un peu fort. Dès qu'il y a un stress, leur premier réflexe, par exemple, c'est d'aller se mettre chez eux et de décrocher le téléphone. Mais de temps en temps, il peut y avoir une partie anxieuse qui se réveille, parce qu'on a tout en nous. Et puis de temps en temps, de manière plus exceptionnelle pour le coup, s'il y a une grosse crise, par exemple apprendre la mort de quelqu'un, une rupture amoureuse, l'annonce d'une maladie grave, et bien là, on peut se désorganiser temporairement. Et moi, j'appelle ça, effectivement, j'en parle dans mon premier bouquin, les îlots de désorganisation, dans le sens que c'est assez rare, c'est un îlot, et c'est un endroit de nous, en lien vraiment avec les psychotraumas, Johanna va nous en dire un peu plus après, où temporairement, on va basculer dans un endroit de désorganisation, mais qui ne va pas durer. Surtout si, tu vois, il y a une part sécure qui tient quand même pas mal la route, qui va nous permettre d'assez rapidement d'appeler une copine, d'aller prendre un rendez-vous chez un psy, et du coup de revenir à une certaine stabilité. Ça, merci pour ta question, parce que ça permet de dire tout de suite que vraiment on n'est pas dans des cases. On a les 4 parts de nous, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens peut-être s'interrogent sur « Ok, quand je suis stressée, c'est quoi ma première réaction? Est-ce que j'appelle quelqu'un, je fais des exercices de respiration, j'essaie de récupérer du cerveau et d'analyser la situation? Dans ce cas, ça veut dire que c'est plutôt sécure. Est-ce que il faut absolument que j'ai quelqu'un tout de suite, sinon c'est la cata, c'est plutôt anxieux. Est-ce que j'évite le truc en me disant c'est pas grave, il y a pire ailleurs, je retourne dans mon boulot ou je prends ma paire de baskets et je vais courir comme un taré, tu vois, pour plus sentir, ça c'est plutôt évitant. Ou est-ce que c'est le drame absolu et là je pars dans du chaos, et ça c'est plutôt désorganisé. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir majoritairement quand je vis un truc qui me submerge, et on en vit tous dans la vie à certains moments, c'est quoi la première part de moi qui prend un peu, tu vois, les commandes en haut dans mon cerveau, et pas que mon cerveau évidemment, dans mon cœur, dans tout mon corps. Et ça, c'est la part majoritaire. Dans le livre d'ailleurs qu'on a écrit, l'idée des illustrations permet vraiment justement de visualiser très clairement ces différentes réactions face à du stress. Donc on suit la vie de personnages tout au long du livre avec les différentes parts qui s'activent en eux. Et je crois que c'est vraiment aidant pour tout à chacun de pouvoir se reconnaître dans ces manifestations et puis de savoir où est-ce qu'on en est chacun avec sa table de mixage en fait. Alors, vous mentionnez plusieurs fois également dans le livre des troubles physiques adultes consécutifs de liens d'attachement insécures, comme des problèmes digestifs par exemple, mais pas que. Alors ça peut paraître étonnant, quel lien entre l'attachement et la santé? Et autre question qui va avec, est-ce que la somatisation récurrente peut être un signe d'un attachement insécure? Alors, vaste question. Mais merci de la poser parce que c'est vrai que parfois on distingue le corps et le psychisme alors que les deux sont intimement liés. Comme le disait Gwenaëlle, l'attachement prend naissance dans l'enfance, dans nos premières relations, comment l'enfant a été régulé par son entourage au niveau de son stress, comment on a pris soin de lui, comment on s'est occupé de lui au quotidien. Et forcément, ça va avoir un impact sur la structuration de son système nerveux, de son cerveau tout simplement. On sait qu'un enfant, jusqu'à l'âge tardif, de 23-25 ans, le cerveau se construit. Donc plus l'enfant est jeune, plus il va vivre des moments justement de sécurité, plus son cerveau va s'apaiser quand il y aura du stress. A contrario, un enfant jeune qui vit
du stress inhérent à la vie d'enfant, mais qui par contre va avoir du mal à être sécurisé, à être rassuré, à être consolé, va rester comme aux prises avec ce stress chronique. Et si ce type de situation est vécu de manière récurrente, ça va justement avoir un impact sur son lien d'attachement, sur le lien d'attachement qu'il va développer. Mais ces réactions au niveau du stress et au niveau du cerveau vont affaiblir le système immunitaire, vont fragiliser le système nerveux, vont réduire sa tolérance aux émotions. Et donc, ça peut avoir, au fur et à mesure du temps, si ce type de situation est répété, eh bien, des impacts évidemment sur notre stress, notre corps, notre cœur, notre cerveau, nos émotions. Et donc, ça peut ensuite provoquer des affections physiques. Voilà, des maladies auto-immunes, des troubles anxieux, des troubles cardiaques. Voilà. Donc il y a vraiment un lien entre la structuration, enfin le lien d'attachement tel qu'il est vécu dans l'enfance et la maturation du cerveau en fait. Voilà. Et ça c'est de plus en plus connu en somatique. Moi j'ai travaillé en hôpital psychiatrique et on travaille avec aussi des somaticiens, donc des médecins vraiment spécialisés du corps. Et je trouve qu'on a vachement progressé là-dessus. Bon, il y a encore du progrès à faire, mais aujourd'hui, les médecins généralistes, par exemple, c'est quand même la première ligne, ils sont de plus en plus au fait de ça, du lien entre esprit et corps. Et tu parlais des troubles digestifs, on dit aussi beaucoup que le ventre, c'est vraiment un cerveau émotionnel par excellence. Donc on va somatiser peut-être un peu plus souvent là, mais ça peut être aussi, il y en a qui ont des maux de dos, parce que aussi qu'est-ce qu'on porte, ça peut être des migraines, des angines à répétition. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de troubles qui peuvent avoir une origine en fait psychologique. Donc des psychotraumas et donc des attachements insécures. Tout ça c'est ensemble. C'est ça. Alors pour revenir quelques instants aux bases de l'attachement, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de situations d'enfance, on va dire, qui ont amené à avoir des attachements sécures ou insécures, avec des exemples un peu précis? Alors, attachement sécure, on va passer rapidement, parce qu'en gros, c'est une enfance plutôt tranquille, où il y a eu de la présence. Vraiment, ce qui est important aussi à retenir, c'est l'attachement, c'est une continuité, c'est une répétition d'expériences, soit constructive, positive, sécurisante, soit à l'inverse, difficile et éprouvante. Alors, par exemple, les petits anxieux qui deviendront, dans 75% des cas, les statistiques sont de cet ordre-là, des adultes anxieux aussi. Eux, le plus souvent, ils ont vécu avec des parents eux-mêmes avec un attachement anxieux, c'est-à-dire qui avaient du mal à réguler leurs émotions, donc qui parfois pouvaient fondre en larmes pour des choses pas forcément si dramatiques, ou qui pouvaient être très anxieux dans le sens pour le coup vraiment de l'angoisse, de la peur, ou qui avaient des colères non régulées, enfin en tout cas quelque chose qui émotionnellement était brassant dans la famille. Avec aussi une difficulté à réguler les émotions de l'enfant. Donc c'est des parents qui ont des difficultés à réguler leurs propres émotions et celles de leurs enfants. Et puis même parfois, tu as un peu comme un cercle comme ça qui peut faire que dans la famille, finalement, les émotions sont très présentes, c'est mal régulé. Avec on pourrait dire une dramatisation un peu plus souvent que la moyenne aussi. Souvent une attention particulière aux problèmes somatiques, des mamans ou des papas, mais dès que l'enfant est malade, ça prend beaucoup de proportions, donc il y a quelque chose qui peut être un peu surprotecteur, voire étouffant. Ça peut faire plutôt le lit d'un attachement anxieux. Oui, parce que l'enfant, du coup, va, à travers le feedback de son parent, se dire « si maman est tellement anxieuse pour moi, c'est que je dois être en danger, c'est qu'il peut m'arriver quelque chose de grave ». Donc, du coup, ça va générer de l'anxiété chez l'enfant. Et puis, je vois que maman, elle ne se règle pas très bien, et puis papa non plus, il n'y arrive pas, ou alors papa, il n'est pas là, par exemple, ou il prend ça de haut. Donc, on sait bien que l'enfant, c'est un peu une éponge. Donc, de vivre avec des parents plutôt de ce type-là, ça va créer cette continuité. Mais il y a des exceptions. Tu peux avoir une famille où, à l'inverse, il y a peu d'émotions partagées. Chacun est un peu en mode d'autogestion, de blindage. Et puis, tu as un enfant qui, lui, est plus émotionnel que la moyenne, peut-être plus sensible.
et qui va quelque part être l'enfant porteur de symptômes, on dit, ou vu parfois comme le mouton noir peut-être, hein, parce qu'il va, lui, exprimer, mais peut-être de manière excessive par rapport au référentiel, tu vois, les émotions qui ne sont pas véhiculées par ailleurs. Hein. Mais le plus souvent, c'est quand même dans une continuité entre les parents et les enfants. Et puis là, je parle des parents, mais il faut voir que c'est pas que les parents, hein, c'est déjà le système familial, et puis après, il y a aussi tout ce qui se passe à l'école. Hein. On en parle quand même assez souvent, hein, de l'impact de l'école, mais ça, c'est pas rien. Il y a aussi la fratrie, hein, ça, on n'en parle pas assez souvent, par contre. Et puis globalement, la société, tu vois. Donc ça, c'est l'attachement anxieux chez les enfants, et puis chez les évitants, donc c'est un peu l'inverse, c'est plutôt tu vois, des familles où il faut contrôler ses émotions, être dans quelque chose, tu vois, de neutre, de pas dérangeant. Ou alors il y a pu y avoir des événements dans la vie qui ont fait comprendre à l'enfant qu'il ne faut pas qu'il montre qu'il va mal. Par exemple, une maman dépressive, un papa qui va pas bien, on ne va pas en rajouter, donc on garde pour nous, tu vois. Ou là aussi un système éducatif de manière plus large qui va plutôt réprimer les émotions. Et on est dans une société, hein, même si on a avancé, hein, on peut dire qu'on a avancé par rapport à il y a un siècle, mais on est quand même une société où majoritairement on est plutôt, moi je trouve en tout cas, sur un mode où il faut, tu vois, être compétitif, contrôler ce qui déborde, montrer un certain abord, hein, les hommes sûrement plus que les femmes. Donc c'est plein de couches l'attachement. Hein. On parle beaucoup des parents, mais après vous avez le système familial, après on a l'école, on n'oublie pas la fratrie aussi là-dedans, et ainsi de suite. Oui, et tu disais, ce dont on a besoin pour se construire un attachement sécure, c'est de la présence et de la disponibilité. Et comme on est dans une société où on va de plus en plus vite, on a de plus en plus de stress, on a aussi beaucoup de parents, encore une fois, qui aiment profondément leurs enfants, mais qui par contre ont du mal à prendre du temps de qualité avec eux, à être présents quantitativement, mais surtout qualitativement. Et c'est vrai que ces enfants-là font comme ils peuvent. Les enfants, de toute façon, sont toujours loyaux vis-à-vis de leurs parents. Ils ne veulent pas en rajouter. Donc, c'est souvent des enfants, dans le cas de l'attachement évitant, des enfants qui se disent, comme disait Gwenaëlle, je ne vais pas en rajouter, je vais me débrouiller tout seul. Si je me fais harceler à l'école, je ne vais pas en parler parce que ça va faire des problèmes dans la famille. Donc, c'est des enfants qui deviennent autonomes très, très vite. Et souvent, d'ailleurs, c'est même valorisé par la société d'être autonome assez vite. On va dire, oh, qu'est-ce qu'il est sage, qu'est-ce qu'il est mature. Il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément un signe de sécurité chez l'enfant d'être mature trop vite et trop tôt, en fait. Ça peut, souvent, les enfants évitants sont plus invisibles que les enfants anxieux parce qu'ils font moins de bruit, tout simplement. Est-ce qu'on peut basculer d'un mode à un autre? Est-ce qu'on peut être évitant dans son enfance et devenir anxieux adulte ou l'inverse? C'est possible ou pas? Oui, tout est possible. Si tu pars du principe de la petite table de mixage, tu vois, avec les 4 curseurs, bon, il y a quand même une certaine cohérence, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements surtout. Hein, et ça, avec le temps et aussi avec les sphères. Hein. C'est-à-dire que tu peux être par exemple plutôt anxieux avec papa et plutôt évitant avec maman, par exemple, chez les enfants. Mais il y a un moment, ça va quand même se structurer. Hein, avec le temps qui passe, il y a aussi après les autres relations d'attachement qui vont arriver, les premières amitiés fortes, les premières relations amoureuses. Hein, et ça va structurer tout au long même de la vie, on va dire. Mais on considère qu'on est adulte vers 25-30 ans, tu vois, au niveau de la construction de la personnalité. C'est beaucoup lié au cerveau, on l'a dit. Et là, il y a quelque chose qui se pose un peu, mais c'est encore très labile tout ça, dans le sens que ça va bouger, et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que tu peux avoir eu un attachement insécure dans l'enfance, parce que plein de cas, on l'a dit, hein, des parents pas là, des parents pas bien, pas de parents, ou un mix de plein de choses, mais qu'il y a eu peut-être quand même malgré ça des tuteurs de résilience, comme disait Cyril Nick, ou des figures d'attachement auxiliaire qui ont sécurisé, donc qui ont peut-être fait que ça s'est quand même structuré à des endroits, et puis après des rencontres plus sécures, un travail psychothérapeutique, etc. Et faire que plus tard, ça peut faire un adulte qui devient de plus en plus sécure. Tu vois, donc ça change dans le temps, et ça change dans les sphères. On peut être aussi sécure au boulot, par exemple. Tu vois, typiquement, nous, dans notre monde, on est toutes les deux psychologues. Hein, beaucoup de psy ont un attachement sécure à la base, donc ça c'est sûr. Mais on fait un travail qui a quand même beaucoup de sens, en tout cas nous on y met du sens, et qui nous aide aussi, tu vois, à guérir nos propres blessures, et où on peut se sentir sécure. Et puis avoir encore, dans nos vies personnelles, moi je vois bien
avec mes enfants, par exemple, il y a des moments où j'ai beau être psychologue, spécialisée de tout ça, je vois bien mes blessures d'attachement qui remontent, tu vois. Donc, ça peut paraître simple, l'attachement. Et en fait, quand on creuse, c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est que c'est complexe, c'est subtil, c'est nuancé, et surtout, c'est empreint de résilience, de changement, tu vois, d'avancée. Ouais, c'est pas figé. Non, Surtout pas. Surtout pas. C'est d'ailleurs le message principal qu'on essaye de faire passer dans nos écrits. C'est après avoir des pistes, on va en parler, mais c'est surtout pas figé. C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui fait que c'est souvent des femmes qui ont un attachement anxieux et souvent des hommes qui ont un attachement évitant? Parce qu'on le retrouve beaucoup ce schéma quand même. Oui, quand même. Oui, il y a des études statistiques. Je te laisse répondre. Ok. Bon, c'est culturel avant tout. Enfin, a priori, c'est probablement aussi un petit peu biologique, dans le sens que je crois que nous, les femmes, du fait qu'on porte un enfant, on a un corps quand même qui est relié, tu vois, intrinsèquement avec cette vibration très forte qui est la maternité, l'attachement, le lien à l'autre. Je crois que chez la femme, il y a quand même une prédisposition biologique, n'en déplaise peut-être à certains, mais en tout cas, moi, c'est ma conviction, au lien. Et puis l'aspect culturel, je crois que c'est assez évident, même si là aussi ça bouge. On est encore dans une société où les garçons et les filles ne sont pas tout à fait pareils, les stéréotypes perdurent. Donc du coup tu as effectivement plus de femmes avec un attachement anxieux et d'hommes avec un attachement évitant. Alors vous parlez également de l'estime de soi, vaste sujet dans votre livre. Quel est le lien justement entre l'estime de soi et l'attachement ? Comme on l'a dit depuis le début, l'attachement se construit vraiment dans les premières relations de l'enfant avec son entourage, familial, scolaire, etc. Donc forcément, les adultes qui vont répondre aux besoins d'attachement de l'enfant, donc qui vont venir le réconforter, le rassurer, le sécuriser, ces attitudes vont faire que l'enfant va développer une meilleure estime de lui, une bonne estime de lui. Si quand je vais mal, j'appelle quelqu'un et ce quelqu'un arrive et me dit « tout va bien, je suis là pour toi », je vais, en tant qu'enfant, ressentir à quel point j'ai de la valeur, à quel point, quand je nécessite de l'aide, j'ai le droit qu'on vienne m'aider, en fait. Donc ça, c'est les prémices d'une bonne estime de soi chez les enfants qui ont un attachement sécure. Quand, par exemple, chez les enfants anxieux, l'adulte va être lui-même empreint de ses anxiétés et va avoir du mal à réguler le stress de l'enfant, ça va affecter l'estime de soi de l'enfant. Il va peut-être ressentir personne n'est là pour moi, ou personne n'est suffisamment là pour moi, ou je suis un enfant qui en demande trop, je suis fatigante, je suis ci, je suis ça. Donc avec des étiquettes finalement que les enfants se mettent ou que la société met sur les enfants malheureusement très tôt. Donc ça, bien sûr que ça va affecter l'estime de soi de manière précoce. Et puis dans la sphère de l'attachement évitant, eh bien, si l'enfant a un besoin quelconque et qu'il n'y a personne qui répond à son besoin, eh bien, il va pouvoir se dire j'en vaux pas la peine, je ne suis pas une bonne petite fille, je ne suis pas intéressante. Et donc, bien évidemment, ça c'est aussi de la même manière une blessure dans l'estime de soi. Et grandissant, eh bien, ces enfants, quand ils deviendront adultes, eh bien, ils vont faire aussi avec l'estime d'eux-mêmes qu'ils ont développée. Alors encore une fois, il n'y a pas de fin, enfin il n'y a pas de, comment on dit, de fatalité. Il n'y a pas de, voilà, à tout moment on peut aussi travailler sur réfléchir, avoir plus conscience de son style d'attachement, c'est aussi de pouvoir réparer l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ouais, l'image qu'on prend souvent, c'est une maison en fait, tu vois. L'estime de soi, on dit souvent que c'est des fondations narcissiques. Narcissique dans le sens estime de soi, vraiment les bases. Donc un attachement sécure, c'est une maison avec des bonnes fondations. Tu vois, on a mis du bon béton, armé, dans le sens où on est armé à faire face aux difficultés de la vie. Et ça, c'est avant tout donc les parents qui vont l'amener, mais à nouveau, il y a les autres cercles après. Et après, s'il y a une tempête, tu vois, s'il y a une catastrophe naturelle, s'il y a des choses qui font que waouh, les murs commencent à vaciller, ça va vaciller. On peut tous faire une dépression, par exemple, si on perd quelqu'un qui nous est très proche, évidemment. Mais on va se récupérer plus vite, parce qu'il y a des bonnes assises. Quand tu as eu des assises un peu plus, tu vois, un peu plus
meubles, instables, parce qu'on a manqué de ça, et bien quand il y aura des adversités extérieures, ben, ça va bouger, voire beaucoup bouger. Par exemple, l'attachement désorganisé, on peut vraiment prendre l'image que les fondations, en fait, il n'y en a presque pas eu. Alors, il y en a quand même eu, hein, sinon la personne ne serait plus là. Mais hein, c'est un peu plutôt construit sur du sable que sur du béton armé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler à faire du béton toute sa vie. Ça, c'est bien. C'est ça. Voilà. En fait, on fait de la maçonnerie. Et dernière question dans la partie découverte des liens d'attachement, et ensuite on va passer à la partie solution qui nous intéresse aussi. Quel type de parent on est en fonction de son style d'attachement? Bien là encore, on va revenir aux 4 curseurs de notre table de mixage. Si je suis un parent... Si je suis un parent sécure, eh bien je vais avoir, alors c'est pas tout rose tout le temps, hein, bien évidemment, il y a des moments où les parents même sécures vont avoir des montées de stress, des montées de colère, bien évidemment, on n'est pas exempt de nos émotions. Mais par contre, un parent sécure, ça va être un parent qui va avoir plus de facilité malgré tout à gérer les aléas de la vie de parent. Donc gérer les crises d'un enfant, supporter les pleurs, supporter le stress inhérent aussi au quotidien avec un enfant. C'est un parent qui finalement va, avec ses fondations en béton armé, va vraiment sentir que quoi qu'il se passe, il y a un début et une fin et ça va aller en fait. Voilà, un parent qui est vraiment fondamentalement convaincu de ça. Voilà, donc ça c'est la magnifique vie des parents sécures. Et pour les autres? Et pour les autres. Alors, les parents qui vont avoir un style d'attachement plutôt anxieux, comme le disait Gwenaëlle tout à l'heure, donc là on est du point de vue du parent, eh bien c'est un parent qui, face au stress de la vie de parent, va avoir un peu plus de mal à gérer ce que ça lui fait vivre. Donc c'est un parent qui va beaucoup anticiper, il va anticiper les catastrophes, il va anticiper les problèmes que pourrait avoir son enfant. Donc comme il anticipe les scénarios, eh bien, il va mettre en place des choses mais qui ne seraient peut-être pas nécessaires. Voilà, donc c'est vraiment des parents qui vont, dont le stress va être communiqué à l'enfant. Voilà, donc des parents qui peuvent être beaucoup sur le dos de leurs enfants ou de leur ado, être très contrôlants aussi. Hein, tu fais pas ça, tu fais pas ci, t'as pas l'âge, etc. Donc voilà, en fonction de l'attachement, voilà, le parent anxieux va pouvoir avoir ce type de comportement. Alors on pourrait dire, mais c'est plutôt une bonne chose, parce qu'un parent qui est prévisible, c'est bien, c'est sécurisant pour un enfant, mais c'est toujours une question de nuance en fait. Hein. Être prévisible, c'est sécure, mais quand le parent est trop prévisible ou trop catastrophé tout le temps, là ça dessert en fait. Voilà, c'est toujours une question de curseur. Et le parent qui a un attachement plutôt évitant, ben, au contraire, face au stress du quotidien, c'est un parent qui va beaucoup banaliser, minimiser. Par exemple, oh, c'est pas grave, il s'en remettra, c'est qu'une amourette de vacances. Donc il ne va pas être très concerné par ce que vit son enfant. Il peut aussi s'investir beaucoup dans son travail. Hein. Il y a des parents avec un attachement évitant qui en fait vont surinvestir le travail au détriment de la relation familiale. Hein. Mais parce qu'ils pensent au contraire que le parent anxieux qui lui anticipait les catastrophes, eux c'est vraiment, ils anticipent que de toute façon tout va aller. Voilà. Donc il y a encore une fois un manque peut-être d'étayage certain pour les enfants. Et enfin, les parents avec un attachement désorganisé, c'est des parents qui vont avoir encore plus de difficultés que les autres à gérer leur propre stress et le stress de l'enfant. Donc ils vont osciller entre des moments où ils vont être surprotecteurs, voire étouffants, voire abusifs ou intrusifs, maltraitants, et des moments de grande disparition. Voilà. Ils se désinvestissent de ce qui se passe par rapport à leur enfant. Donc voilà, ça fait vraiment des vagues émotionnelles très importantes pour les parents désorganisés. Donc c'est sûr que par rapport à l'éducation, ça va être beaucoup plus chaotique. Voilà. Ça, on le retrouve beaucoup chez les familles qui subissent ou qui vivent de la maltraitance. Hein, moi, j'ai travaillé 12 ans en protection de l'enfance. Les familles des enfants qui étaient placés étaient majoritairement des familles désorganisées. Encore une fois, hein, qui disaient tout le temps « mais j'aime mon enfant profondément », mais par contre, le placement était nécessaire parce qu'ils ne savaient pas sécuriser suffisamment leurs enfants et leur faire vivre une relation d'attachement plus favorable. Alors, on va passer à la partie solution.
Tout d'abord, comment est-ce que l'attachement peut se réparer grâce, entre guillemets, dans notre cerveau? Parce qu'on sait ça aujourd'hui avec les neurosciences. Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau? Vas-y, j'y vais. Alors, dans le cerveau, en fait, aujourd'hui, on sait avec les neurosciences justement que le cerveau, il est plastique. Il y a la plasticité cérébrale qui se produit toute la vie. Et donc, rien n'est gravé dans le marbre ou dans le béton. Plutôt dans le marbre à ce moment-là. Hein, il n'y a rien qui est figé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que même si on a des structures cérébrales qui ont été assez affectées, assez affaiblies dans l'enfance parce que beaucoup de stress, parce qu'un manque de soutien, etc., eh bien, le fait de pouvoir vivre dans notre âge adulte des belles relations, des relations de sécurité, d'apaisement émotionnel, soit parce qu'on fait des belles rencontres qui nous font ressentir qu'on est des belles personnes. Tout ça va vraiment aider notre cerveau à vivre des pics de stress, mais regagner le calme beaucoup plus vite. Et donc, les structures de notre cerveau en lien avec le système de stress vont en fait apprendre au fur et à mesure à se réguler, à se calmer, là où dans notre passé, c'était assez chaotique en fait. Donc le cerveau est vraiment à notre service, encore faut-il savoir comment il fonctionne, savoir aussi comment nos émotions fonctionnent, parce qu'il y a plein de choses pour permettre justement d'apprendre à réguler notre stress, d'apprendre à réguler nos émotions, et donc ça c'est favorable pour nous, pour les autres et pour notre vie. Et donc pour changer notre attachement vers la sécurité. Et alors justement, quelles sont les actions qui vont nous permettre de changer notre mode d'attachement progressivement pour un attachement sécure? Oui, voilà, donc les voies pour sécuriser l'attachement. Moi, souvent, je donne 3 grandes directions qui sont complètement, qui sont complémentaires, dans le sens que toute une vie, en fait, on va agir sur les 3. Souvent, moi j'observe que ce qui va d'abord sécuriser quelqu'un, c'est de réussir des choses dans sa vie, de manière, là pour le coup, très concrète. Hein, tu vois, si toute ton enfance, on t'a fait croire que tu n'étais pas grand-chose, que ce soit à l'école, familialement, etc. Et que finalement, tu arrives à l'âge adulte et puis tu arrives à faire des choses. Par exemple, je sais pas, tu deviens boulanger, tu fais une super baguette ou... tu te rends compte que tu as un certain talent de musique ou sportif, et puis que là, il y a quelque chose qui est reconnu. Reconnu par les autres, là où tu as tellement manqué avant. C'est ce que j'appelle moi les gratifications narcissiques, dans le sens où on va être gratifié, pas au sens égotique, ou alors si au sens de l'ego, dans le sens de vraiment de nos fondations narcissiques, mais il n'y a rien de l'ordre de l'orgueil là-dedans, c'est vraiment d'aller chercher la nourriture qu'on n'a pas eue, tu vois. Et ça, parfois, il y a des gens qui, assez précocement, trouvent une voie, qui vont être super bons au foot, dessiner excellemment, être un super bon commercial, ou aussi, ça peut être des réussites dans le bénévolat, dans l'engagement militantisme. Ça peut être aussi construire une famille, tu vois, et s'occuper de ses enfants bien mieux qu'on l'a fait avec nous quand on était jeunes. Et sentir que là, il y a un endroit qui est bon, qui est capable, qui sait faire. Et alors si en plus la société te le renvoie, par des réussites, qui peuvent être même des réussites financières, il y a quelque chose qui va se restaurer. Souvent on va commencer par ça. D'ailleurs c'est un peu la voie classique, quoi. Tu fais tes études, tu cherches une voie. Mais ça ne va pas suffire, bien sûr. Parce que quand tu as des blessures de fond, il y a un endroit, la petite fille ou le petit garçon que tu as été, qui a souffert à l'époque, qui peut rester encore souffrant très longtemps s'il n'y a pas une restauration plus profonde encore, et notamment par le lien à l'autre. Parce que ce qui guérit, le fond du fond de ces blessures d'attachement et de ces traumas d'attachement, c'est le lien. Et c'est là où les relations sécures avec d'autres vont peu à peu transformer notre insécurité. Donc ça peut être les relations d'amitié. Là aussi, c'est souvent les premières relations un peu différentes qu'on va vivre quand on a vécu beaucoup d'insécurité avant. Les relations amoureuses, avoir enfin une vie de couple par exemple, où je me sente écoutée, vue, reconnue, il y a quelqu'un qui est là quand je ne vais pas bien. Et puis ça peut être aussi devenir parent et, tu vois, et transmettre quelque chose de l'ordre de la sécurité quand moi je n'ai pas reçu. C'est une réparation, on va dire, vicariante. Et enfin, il y a aussi tout le pan dans les relations sécures
des relations fortes avec un thérapeute ou un soignant. Hein, nous, en tant que psy, on ne vit pas avec tous nos patients, mais quand même avec bon nombre d'entre eux, où les patients vont vraiment s'attacher, pas dans le sens de la dépendance, mais qu'il y a une relation vraiment forte de confiance, parfois sur des années, où il y a quelque chose qui est restauré. Donc ça, c'est les nouvelles relations sécures tout au long de notre vie. Donc c'est la deuxième grande voie. Et la troisième grande voie pour moi, c'est de travailler le fond, hein, le fond des traumas. Quand tu as vécu des traumas graves de l'ordre de la négligence émotionnelle, en gros il n'y avait personne, la maltraitance émotionnelle, physique, sexuelle, il y a des grands drames aussi, hein, on peut avoir perdu des parents jeunes par exemple, des catastrophes naturelles, etc. Donc, la liste des traumas est longue. On sait en psychologie aujourd'hui que pour aller mieux, il va falloir quand même à un moment aller dans certaines couches profondes. Ça ne veut pas dire qu'on va raconter en détail tous nos traumas, hein. Ça on sait que maintenant on n'a plus du tout, on n'a pas forcément besoin d'aller dans le détail pour guérir, mais on va quand même avoir un moment besoin, pour guérir en profondeur, d'aller en profondeur. Mais à nouveau, pas forcément tout le monde de manière intensive, ça ne dure pas forcément des années, hein. La psychothérapie, c'est pas non plus un chemin de croix, hein. Ça peut être une magnifique aventure, mais quand tu as des traumas importants, en tout cas c'est notre conviction, à un moment il faut qu'il y ait quelqu'un à côté, tu vois, qui nous aide, un soignant, un thérapeute, avec qui on va pouvoir aller dans ces endroits-là et vraiment, tu vois, nettoyer le fond, restaurer du narcissisme sain, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait guérir des traumas aujourd'hui. Hein, encore une fois, il n'y a rien qui est déterminé à l'avance. Aujourd'hui, il y a plein de thérapies différentes qui existent, des thérapies très psychocorporelles. Hein. Je pense que c'est aussi en passant par le corps qu'on ressent justement la réparation. Et donc c'est important de savoir que rien n'est figé en fait, et qu'à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quel âge, on peut prendre soin de ces traumas, même les plus profonds. On ne les oubliera pas, mais par contre c'est un peu comme une cicatrice, quand on en reparlera ou quand on y repensera, ça ne fera plus mal. Voire même ça nous aura rendu plus fort, plus ancré, plus vivant, plus compatissant, plus aimant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on va chercher un psychothérapeute, un thérapeute, d'aller chercher quelqu'un qui a justement le même style d'attachement que nous, parce que tous les psys ne sont pas exceptionnels, il y a aussi des psys qui sont juste moyens, ça existe, et donc on va chercher quelqu'un d'évitant si on est évitant, quelqu'un de plutôt anxieux si on est anxieux, et de rester dans une boucle qui se répète. Alors il y a des études qui ont été faites là-dessus, parce que c'est des questions très pertinentes que tu poses. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, il peut y avoir des très bons thérapeutes, mais qui ne sont pas si sécures que ça dans leur vie privée, d'accord? Parce que c'est quand même, même si on n'est pas totalement différents, mais tu vois, tu peux être très très aidant, très soutenant et avoir encore des blessures d'attachement, heureusement d'ailleurs, sinon on n'a pas beaucoup de psy sur la place. Mais après, ce qu'ont montré les études sur toutes ces combinaisons, tu vois, en style d'attachement entre patient et thérapeute, c'est que quelque part, d'avoir un thérapeute qui est différent de toi dans le style d'attachement, c'est plutôt aidant. Par exemple, si tu es une patiente plutôt évitante, avoir tu vois, une certaine protection naturelle à parler de tes profondeurs, parce que tu as appris qu'il valait mieux pas trop montrer, et que tu as quelqu'un qui a un attachement plutôt anxieux en tant que personne, et qui du coup dans sa pratique est un peu aussi à aller chercher beaucoup les émotions, à poser beaucoup de questions, à être vraiment préoccupée quand elle voit que tu n'es pas bien, qui en fait vraiment cas, etc. Donc en gros, quelqu'un qui vient te chercher, de sa part plutôt anxieuse, ça va plutôt t'aider toi en tant qu'évitant. Et à l'inverse, si tu es plutôt une patiente, donc une personne plutôt, attends, j'étais dans quelle combinaison là, plutôt anxieuse du coup. Plutôt anxieuse, tu vois, qui est très émotionnelle, qui fait parfois, voilà, entre guillemets, comme un drame de beaucoup de choses, mais qu'en face, tu as quelqu'un qui reste plus mesuré, tu vois, plus nuancé, qui quelque part va pas forcément se laisser déborder par tes plaintes voire même des plaintes de somatisation, des choses comme ça, hein, qui est quelque part plus ajusté, ben ça va réguler, en fait, tu vois, ces deux polarités. Donc, en fait, et la vie étant bien faite, moi je crois qu'on tombe toujours sur les personnes dont on a besoin, hein, et puis ça évolue. Alors, moi je vois, ça fait quand même très longtemps que je suis en thérapie,
le style d'attachement de mes thérapeutes, que je n'ai pas choisi, tout ça c'est inconscient, était aussi en fonction de où j'étais moi. Et ça évolue tout au long de la vie. Mais ce que ça vient aussi souligner, c'est l'importance pour les thérapeutes de bien connaître la théorie de l'attachement, son propre attachement, pour repérer l'attachement des patients et de construire une danse thérapeutique. Parce que c'est le thérapeute qui va... C'est sûr qu'un thérapeute qui serait anxieux, s'il bondit sur son patient évitant en lui demandant vraiment des émotions, des ressentis, ça peut aussi, à contrario, faire peur au patient. Donc ça, c'est aussi important que les thérapeutes puissent vraiment avoir conscience de l'importance de se former. Toi, Gwenaëlle, tu formes justement pour repérer au niveau de l'alliance thérapeutique comment les combinaisons peuvent se produire. Et ça, c'est vraiment de notre responsabilité de thérapeute pour le coup. Et tu expliquais que Gwenaëlle forme pour ça et était formatrice aussi. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du parcours du psychologue, le psychologue clinicien qui a fait un bac+5, qui ensuite exerce? Est-ce qu'il a été formé à la théorie de l'attachement? Oui, non. Est-ce qu'il est obligé de faire un travail sur lui? Oui, non. Alors, non. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça fait un peu peur parfois quand on est patient, parce qu'on ne sait pas toujours sur qui on tombe. Et moi, j'ai eu des surprises pas toujours agréables. Et oui, mais c'est là où, quelque part, il faut chercher. C'est toujours une question de feeling et de rencontre. Donc, si on ne se sent pas bien, alors c'est bien de laisser un deuxième rendez-vous, voire un troisième. Parce qu'au 3 rendez-vous, on ne se sent pas bien avec son thérapeute, mais il ne faut pas rester. L'idée, c'est qu'on se sent en confiance, on est là pour travailler sur nos profondeurs. Et il faut qu'il y ait un minimum de feeling, tu vois. Mais pour répondre à ta question, donc l'attachement, en fait, en France, c'est un peu... Il y a pas mal d'exceptions dans notre pays, et celle-ci en fait partie. On ne parle pas assez de l'attachement. Ça bouge, ça bouge de plus en plus. Moi, je vois, j'ai énormément de gens qui viennent se former avec moi là-dessus, parmi les psys, qui ont fait la fac comme moi, et qui demandent à avoir ces bases, mais il y a encore à faire. Et puis ton autre question... Est-ce qu'on veut faire un travail sur nous obligatoirement? Non. En fait, il n'y a aucune obligation. C'est la responsabilité de chaque thérapeute, finalement, d'aller explorer ses propres zones d'ombre pour que ces zones d'ombre ne résonnent pas avec celles du patient, en fait. Mais ça, je crois que c'est la responsabilité professionnelle de chacun. Mais c'est pour ça que l'attachement arrive de plus en plus quand même dans les livres, dans les interviews comme tu fais, dans les universités. La question du trauma, c'est pareil. On a encore... beaucoup de retard, mais ça vient de plus en plus. Et puis on a aussi des grands mouvements sociétaux qui nous montrent que ces deux thématiques, l'attachement, le trauma, sont tellement intimement liés qu'on n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de s'y intéresser, justement pour mettre du sens par rapport à des choses qui sont difficiles à vivre. D'ailleurs, en fait, ce livre, on est particulièrement contente de l'avoir coécrit avec Johanna, parce qu'on l'a fait illustrer, en fait, par Johanna Krenmark, qui a fait un boulot vraiment exceptionnel, avec des petits personnages qui illustrent nos différentes parts. Et on l'a écrit parce que, moi particulièrement, j'étais à l'origine du projet, en ayant écrit déjà un bouquin sur l'attachement, mais sans illustration. Là, on voulait que ça soit vraiment accessible à tous. Que les gens puissent se reconnaître dans les petites vignettes, ces petits dessins, se voir un petit peu comme un miroir, en disant « Oula, mais ça c'est moi avec mon chéri, ça c'est moi avec mes gamins ». Ça, c'est mon chéri, je vais lui envoyer la page. C'est ça, pour que ça puisse être connu, parce qu'en fait, ça aide à vivre. Bon, alors, on n'explique pas tout par l'attachement non plus. Psychologie, c'est un grand champ, mais on va dire que la psychologie de l'attachement, c'est un sacré atout pour naviguer. Et pour les thérapeutes, c'est vrai que les illustrations vont permettre ce qu'on appelle de faire de la psychoéducation. Ce qu'on fait beaucoup dans nos suivis, c'est d'expliquer les mécanismes psychologiques aux gens qu'on accompagne, mais de manière simple, de manière intelligible, parce que il faut absolument que la psychologie soit accessible au plus grand nombre, en fait. Parce que, c'est une évidence pour nous que de mieux se connaître permettra de mieux se guérir, en fait, prendre soin de soi. Et c'est vrai que les illustrations vont permettre aux collègues thérapeutes de pouvoir s'en servir comme support de psychoéducation et de passer par le dessin, par le schéma, plutôt que par les mots. Ça, c'est très aidant. Et vous parliez de chéri. En quoi le couple est aussi un puissant agent transformateur pour sécuriser son attachement. Le couple. Moi, souvent, je dis que dans la vie, il y a deux grandes sources d'évolution, être parent et être en couple. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui choisissent consciemment ou inconsciemment de ne pas aller sur ces voies-là. Et c'est des protections qui sont compréhensibles, mais quand on choisit d'y aller pleinement, et donc tu parles du couple,
eh bien, on va mûrir parce qu'il va y avoir des difficultés. Hein. On sait bien que passer les 2-3 ans de lune de miel, hein, qui sont permises clairement à cause des hormones, hein, c'est pas très romantique ce que je dévoile, en même temps c'est pas un scoop, passer ces 2-3 ans, eh bien, on va être face au quotidien, hein, aux chaussettes qui traînent, au retard, à monsieur qui fait la tronche, à madame qui crie, enfin voilà, la vie. Et on va être en fait activé dans nos blessures et nos traumas d'attachement. C'est-à-dire que la petite fille, hein, qui est toujours en moi, le petit garçon qui est toujours en moi, par le quotidien, par toutes ces sources de stress, hein, est-ce qu'il m'aime encore, elle m'étouffe, ça va pas durer, au contraire, il faut absolument que ça dure, etc. Tout ça, toutes ces questions du quotidien, toutes ces adversités normales, ça déclenche nos parts, à nous, notre curseur, hein, nos parts sécures, bon ça c'est tranquille, mais anxieuses, évitantes et désorganisées. Et si en face, on a quelqu'un avec qui on peut parler de ça, par exemple en se basant sur notre livre, ou sur cette interview, et dire là, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une part de toi qui évite la discussion. Qu'est-ce qui se passe en toi? Et puis alors moi, ça active ma part anxieuse qui ne peut pas aller se coucher si on n'a pas résolu le problème. Sinon, je vais tourner toute la nuit, quoi. Hein? Ou encore, là, ce qui s'est passé hier, moi, depuis, je ne m'en remets pas, je panique complet, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, en fait, on voit bien que c'est des activations. Et quand, dans le couple, tu peux avoir un minimum de langage commun avec cette théorie de l'attachement, bah, tu vas évidemment pas tout résoudre, hein, mais on avance, quoi. On se comprend mieux, ça lève des malentendus, ça évite les jugements sur l'autre, les tu qui tuent. Hein, tu comprends rien, t'es plus comme avant, mais non, mais c'est toi qui as un problème, on dirait ta mère, etc. Bon, hein, tout ça, c'est du poison en fait. Hein, et si on arrive à descendre, tu vois, à l'intérieur de nous dans quelque chose qui est plus stable, à récupérer notre cerveau, tu vois, à prendre une position un peu plus en recul et de se dire, ok, là, on a Rogers, we've got a problem. Hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va pouvoir avancer. Et en fait, c'est là où on grandit. C'est pour ça que le couple, c'est une aventure géniale. Tout au long du livre, on a à des moments mis des petits encarts qu'on a appelés C'est à vous. Et donc, c'est une invitation au lecteur de pouvoir explorer pour lui-même certains aspects, en fait. Donc, au niveau des blessures d'attachement du passé, des réactions, des figures d'attachement aussi tout au long de la vie. Donc, voilà, le lecteur va pouvoir faire une sorte d'exploration en lui-même par rapport à cette thématique. Et c'est sûr que plus on se connaît, plus on fait aussi des liens entre nos réactions d'adultes et nos vécus d'enfance. Souvent d'ailleurs dans les consultations qu'on a, c'est des grandes révélations pour les gens quand ils comprennent qu'en fait, s'ils pètent les plombs aujourd'hui sur leurs enfants, ça ne sort pas d'une pochette surprise, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une explication qui souvent vient de leur passé en fait, mais qui était jusqu'alors passé sous silence. Et donc faire ce pont-là et mettre du sens, c'est vraiment déjà quelque chose de très aidant. Quand on peut le faire en couple, ça c'est, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. Mais déjà, chaque lecteur pourra faire son petit travail d'introspectif au fur et à mesure de la lecture. Et dernière question, est-ce que vous auriez un exemple ou deux à me donner d'une patiente, d'un patient que vous auriez eu, l'une ou l'autre, qui est arrivé avec un attachement insécure et qui a réussi à se sécuriser pour qu'on puisse avoir une idée de comment ça peut se traduire, en combien de temps aussi, par exemple. On en a plein. Ouais. Ah bah oui. Moi, j'ai envie de donner un exemple. On a quand même pas mal typiquement d'un homme qui arrive, tu vois, dans nos cabinets, un peu poussé. Poussé par, je pense à quelqu'un en particulier, hein, mais en fait, je peux faire une généralité de cette personne, mais typiquement qui était arrivé chez moi parce que son médecin généraliste lui disait moi je peux plus rien faire pour vous, on arrête les médocs, c'est pas ça qui va vous aider, et allez voir quelqu'un avec qui vous allez parler, ça ira mieux, moi c'est plus mon domaine. Et puis madame derrière qui dit moi si tu changes pas, si tu prends pas plus de temps avec nous et les enfants, moi j'arrête, je te quitte. Ça, c'est pas juste un stéréotype lambda, hein, c'est quand même assez courant. Moi, j'adore accompagner ce profil-là, donc c'est plus souvent des hommes, mais tu peux avoir exactement la même chose dans le corps d'une femme, hein, d'accord ? Moi, j'aime beaucoup parce que moi-même étant plutôt évitante à la base, hein, je sais ce que c'est que de me protéger, de ne pas montrer mes émotions, de mettre mon masque,
je vais bien, je gère, voire même je suis super performante, mais en fait à l'intérieur, tu vois, c'est tout autre chose. Et puis que la vie, que ce soit par mon médecin généraliste ou mon compagnon ou ma compagne, me disent mais en fait non, ça va pas. Ou mon corps, hein, des maladies, des choses comme ça. Et de se retrouver chez un thérapeute, enfin moi la première fois que j'ai vu un psy, c'était ça, hein, c'était mon corps qui criait à l'aide. Et d'accompagner ces gens-là, tu vois, donc je pense à un monsieur en particulier qui venait avec ce profil-là, et que j'ai suivi au moins 3 ans, je crois, à l'intérieur de lui, tu vois, l'emmener de plus en plus à l'intérieur de lui, mais en respectant surtout ses protections, hein, qui ne sont pas des résistances, contrairement au langage qui est parfois utilisé dans notre monde, hein, les résistances des patients, je déteste ce mot, c'est des protections. Hein. Ce monsieur, par exemple, s'il est venu me voir, c'est parce que il était au bout du bout, quoi. Son médecin, il ne pouvait plus rien pour lui, sa femme allait le quitter, et il se retrouvait là, bien malgré lui, avec effectivement toute une histoire de vie, où j'ai vite pu voir en fait d'où ça pouvait venir, ce mal-être qui trimballait. Mais lui, il ne voyait pas pourquoi il allait si mal, hein, sauf qu'il était au pied du mur. Et de l'accompagner comme ça, sur ces quelques années, avec douceur, pour qu'il puisse mettre des mots sur ses ressentis, entendre aussi mon retour. Parce que c'est ça aussi la force d'une thérapie, c'est que tu as quelqu'un qui est en face de toi, qui va te renvoyer des choses que toi tu ne peux pas voir. Parce qu'on a tous des zones aveugles. Hein. Et de le faire avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec du suivi, tu vois, dans le temps. Petit à petit, ça fait que les défenses diminuent, les émotions montent. Alors il y a des passages, c'est pas facile, hein, même ça peut être rock'n'roll, mais peu à peu, en fait, on se connaît mieux, on se régule mieux. Le lien avec les autres s'améliore, c'est quand c'est des liens qui nous est chers comme une relation de couple ou des enfants, c'est que ça vaut le coup, quoi. Et puis surtout le lien à nous, on finit par se retrouver. Et ce monsieur, je pense à lui parce que j'ai eu des nouvelles il n'y a pas si longtemps, mais bon, il a encore sa part évitante majoritaire, mais c'est ok, c'est aussi son tempérament. Mais voilà, il a pu reprendre un dialogue avec sa femme, il a moins de problèmes somatiques, donc il ne prend plus de médicaments. Il y a quelque chose, tu vois, qui s'est posé. Qu'est-ce que sa femme lui reprochait au début et qu'est-ce qui s'est transformé? Ce qu'elle lui reprochait, c'était assez classique, c'était de ne pas être là, tu vois, physiquement pas être là ou d'être là sans être là. Et donc progressivement, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Progressivement, notamment par le miroir que moi je pouvais lui faire, c'est-à-dire que moi je pouvais lui dire des choses qu'il ne pouvait pas entendre de sa femme, parce qu'il le vivait comme étant des reproches nuls et non avenus, et qui évidemment rappelaient aussi son enfance, sa propre mère, etc. Mais moi, en tant que psy qui payait pour ça, qui venait voir quand même de son plein gré, et il pouvait entendre des choses, tu vois. Puis il y a une manière d'amener les choses, en fait. Où ça lui arrivait souvent de me dire, mais en fait, ce que vous dites, ma femme, elle me le dit, mais je ne pouvais pas l'entendre jusqu'à maintenant. Et oui, en fait, vous avez toutes les deux raison. Il y a un endroit de moi qui, nanana, qui blabla. Tu vois. Et bon, ça c'est un cas, on pourrait donner d'autres exemples d'attachement anxieux où ce sera une autre aventure. De faire tout suivi est une aventure différente. Mais moi j'aime particulièrement ces suivis-là parce que aller à la rencontre de soi-même, c'est à la fois ce qu'il y a de plus dur et ce qu'il y a de plus beau, quoi. Et nous, on a la chance de faire ce métier. Tous les jours, on a déjà à faire ça, c'est top. C'est ça, d'être témoin de cette sécurisation et de ce déploiement des personnes, en fait. C'est vraiment de nouvelles personnes, nouvelles dans le sens où elles se découvrent des aspects qu'elles ignoraient, mais parce que jusque-là, elles étaient comme enfermées dans des croyances, dans des traumas, dans des blessures. Donc voilà, les traumas du lien ne se guérissent qu'à travers un lien, en fait. Voilà, un lien sécure, et ça, c'est, j'ai envie de dire, la beauté de notre travail, quoi, qu'on a essayé de transmettre dans ce livre. D'où l'intérêt de bien se sentir avec son thérapeute. Ah oui, c'est fondamental. C'est la première chose à regarder. Puis il n'y a pas que la thérapie. Hein, il y a aussi... Il y a beaucoup de gens qui avancent beaucoup par la lecture, hein, ou des écoutes de podcasts comme le tien, Carole. Hein. Aujourd'hui, on a une époque qui est formidable là-dessus. Et puis, il y a aussi la magie de la vie, hein, la magie des réussites, la magie des rencontres, des coups de pouce. Je pense aussi à la spiritualité, à mettre du sens dans sa vie. Enfin, tu vois, c'est comme un millefeuille, en fait. Il y a plein de couches. Mais c'est vrai que quand on a vécu des trucs durs, enfin, c'est bien d'être suivi, quoi, d'être soutenu. Eh ben, on va arriver à la fin de cette interview. Alors, je rappelle votre livre illustré dont je mets toutes les infos dans le descriptif. Donc, Les liens d'attachement aux éditions Erol. Donc, effectivement, qui est très agréable à lire. J'avais déjà lu tous vos livres, tous tes livres, Gwenaëlle. Et là, c'est vrai que les dessins, c'est super sympa. On voit les
personnages, il y a des encadrés, il y a des travaux pratiques, c'est multidimensionnel. Et puis, je rappelle effectivement les masterclass aussi qu'on a ensemble qui traitent de tout ce qu'on vient de dire. Donc masterclass blessure d'attachement, masterclass psychotrauma qui sont complètement liés. Et d'ailleurs, on avait fait une offre entre guillemets avec les deux en même temps à un prix réduit parce que les deux sont complètement liés. Voilà. Merci à vous deux. Merci Carole. Merci Carole.